Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du film Need for Speed, et plus précisément des voitures qui ont été utilisées pendant le tournage. En effet, dans ce film, tout le monde se vante de n'avoir utilisé aucun effet spécial numérique, c'est-à-dire que tous les accidents qui ont lieu n'ont eu recours à aucune modélisation 3D. Pourtant, il y a des voitures ultra rares qui sont accidentées dans ce film, notamment Bugatti Veyron, McLaren P1, Lamborghini Sesto Elemento, Koenigsegg. Donc on va voir ce que sont devenues toutes ces voitures après avoir été détruites. Avant de commencer cette vidéo, je vais quand même remercier le sponsor qui n'est autre que Car Vertical. C'est un site qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. Dernièrement, je me suis rendu compte à quel point ça marche vraiment bien avec les BMW. J'ai vérifié quelques BMW de certains amis à moi et en gros, à chaque passage en concession, le nombre de kilomètres est noté, ce qui crée une courbe d'évolution des kilomètres et ça permet à l'acheteur potentiel de savoir si le kilométrage a été modifié ou non. D'ailleurs, avec l'une de ces BM, on a même retrouvé des photos d'une enchère où la voiture a été vendue, donc on sait à peu près à quoi elle ressemblait à un certain moment dans le temps, donc c'est vraiment plutôt cool. Si vous voulez tenter le coup, utilisez le lien qui est dans la description puisque vous aurez 20% de réduction sur ce service. Bon allez, c'est parti pour les voitures de Need for Speed. Bon, Need for Speed, c'est assez loin d'être le meilleur film de l'histoire du cinéma, et ça m'a vraiment compliqué la vie pour les recherches, puisque moins le film est bon, moins les gens parlent, et moins les gens parlent, moins je trouve d'informations sur les voitures. Mais bon, j'ai quand même décidé de faire cet épisode, malgré le scénario relativement médiocre, parce qu'il y a quand même des voitures de fou dans ce film, et je voulais absolument voir ce qu'elles étaient devenues. Que ce soit d'anciennes américaines, une Porsche 944, une BMW E9, mais surtout il y a la course finale avec des supercars, Bugatti Veyron Super Sport, Spano GTA, Saline S7, McLaren P1, Koenigsegg Agera R et Lamborghini Sesto Elemento. On a quand même un line-up de bagnoles qui est fou quoi, on a sûrement 10 millions de dollars rien qu'en bagnole dans ce film. Et puis forcément il y a la grande héroïne du film, la Ford Mustang GT 500. Alors bon, on va pas se voiler la face, c'est clairement un énorme placement produit pour Ford. D'ailleurs sur les 4 voitures données par Ford, il n'y en a qu'une seule qui était une véritable Ford Mustang GT 500. Les autres c'était simplement des Ford GT remodelés, modifiés un petit peu pour y ressembler. Et cette unique Ford GT 500 a été vendue à une vente aux enchères de charité. Elle a été achetée pour 300 000 $. Alors autant dans le film on nous explique qu'elle fait 900 chevaux etc. Dans la réalité on est plutôt proche des 5 à 600 chevaux. En parlant de placement produit pour Ford, je suis obligé de vous parler de la Mustang GT 2015 qui apparaît à la fin du film. En fait le film est sorti en 2014, c'est-à-dire au moment même où la Mustang GT 2015 était présentée. Par conséquent en 2013 lorsque le film a été tourné, il fallait encore attendre 6 mois, 1 an avant que la Mustang GT soit réellement présentée. Donc vous n'imaginez pas le bordel logistique pour réussir à faire ça correctement. Déjà, il a fallu demander à la police de participer à l'opération. En effet, la voiture avait été livrée dans un aéroport, et puis ensuite de l'aéroport jusqu'au lieu de tournage, elle devait être transportée dans un camion sans aucun marquage sur le côté. La police a été prévenue que si jamais il fallait contrôler ce camion, de s'il vous plaît ne pas ouvrir l'arrière, parce qu'il y avait un prototype Ford qu'il fallait absolument que ça reste secret, etc. Et la police a compris le souci et a fait en sorte que ça n'arrive pas. Ensuite, sur les lieux de tournage, la police a également été mise à contribution puisqu'ils ont fait respecter un périmètre de 5 miles de diamètre pour la sécurité du tournage, histoire qu'il y ait vraiment personne qui puisse prendre cette Mustang en photo. Évidemment, sur les lieux du tournage, toute la production, tous les gens, les caméramans, etc. ont tous signé une clause de confidentialité qui leur demandait donc de ne pas prendre en photo la voiture, forcément, de surtout ne pas parler du tournage, de ne pas parler de tout ce qui s'était passé, de tout ce qu'ils avaient vu. La Ford Mustang 2015 utilisée par Ford pour ce tournage était en fait un prototype de développement. Donc il servait vraiment chez Ford au développement de la Mustang. Il a été retiré des bureaux pour le film et ensuite la voiture est retournée dans les bureaux pour continuer le développement. Donc la voiture a été utilisée quelques mois pour développer des pièces, et vers fin 2013, début 2014, on ne connaît pas trop la date exactement, mais la voiture aurait été utilisée dans un crash test interne. Elle ne finira pas dans un des nombreux musées de voitures de film. Là, clairement, la voiture a été entièrement détruite. Bon, ok, je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, et c'est pas pour qu'on parle de Ford Mustang. Vous voulez savoir ce qu'il est advenu des supercars qui ont été utilisés dans Need for Speed. Et je voudrais commencer par parler des 3 Agera R que l'on voit au début du film. Est-ce que vous avez remarqué comment elles sont garées dans le garage? Je vais vous montrer une petite capture d'écran du film. Vous voyez que la grise est garée face à nous,
et les deux autres sont garés face au mur. C'est un peu étrange, non? Si moi j'avais 3 Agera R identiques, elles seraient soit garées toutes les 3 face à nous, soit garées toutes les 3 face au mur. Là, non. Celle du centre est garée en marche arrière, les deux autres en marche avant. C'est étrange, non? En fait, il y a une explication très simple à cela. Voici une copie d'écran de la Agera R grise que l'on voit dans le garage lors de la découverte des voitures. Maintenant, je vais vous mettre une copie d'écran de la Agera R rouge pendant la course. C'est quelques minutes après dans le film. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Bah, ça serait peut-être un petit peu plus clair si je vous mettais une deuxième copie d'écran de la Agera R grise. Voici une deuxième copie d'écran de la Agera R grise. Non, toujours pas? Bah si, là en fait c'est flagrant, si on fait le jeu des 7 différences, vous allez tout de suite comprendre. Déjà, la lame avant a disparu. On a une ligne qui relie le phare à la prise d'air qui a disparu également. On a le cache de l'anneau de remorquage qui a disparu. Les phares n'ont plus de LED, mais de simples trompe-l'œil. Regardez la prise d'air à l'avant, elle est comme du chamallow, alors qu'à la base la ligne était extrêmement marquée. Bref, vous l'aurez compris, ce ne sont pas de véritables Koenigsegg Agera R qui sont utilisés dans cette scène. La seule véritable Agera R, c'est celle qui est utilisée dans le garage. Elle est utilisée comme Hero Car, c'est-à-dire une voiture fixe qui ne roule pas. Par contre, les 3 Agera R qui se tirent la bourre ensuite pendant le film, ce sont des kit cars. Elles ont été créées uniquement pour cette scène, et c'est pour ça qu'ils se sont permis de les accidenter. Et c'est également pour ça que la voiture grise est garée en marche arrière, alors que la voiture rouge et la voiture blanche sont garées en marche avant. En fait, c'était pour ne pas souffrir de la comparaison. Comme on l'a vu avec les captures d'écran, c'est évident, une fois qu'on le sait, qu'il y en a une qui est réelle et que les autres sont fausses. Bien entendu, on peut faire le même jeu des 7 erreurs avec toutes les supercars du film. Il n'y en a pas une seule qui est réelle. Regardez la P1 par exemple. Aucun détail à l'arrière. Normalement, on peut apercevoir énormément de mécanique à travers la grille. Ici, elle est complètement opaque. Regardez sur la vraie tous les détails qu'on a autour de l'échappement. Sur la fausse, on n'a rien. Regardez maintenant la Veyron Super Sport. À quel point la roue à l'arrière est rentrée dans la carrosserie, comme les roues sont légèrement plus petites que la vraie. Lorsqu'on la compare avec une photo réelle d'une Bugatti Veyron, la différence est flagrante. Et le pire sur ces répliques, c'est toujours les phares. Regardez comme sur les phares de cette Veyron, il y a beaucoup moins de détails que sur la vraie. Il y a même les petits lave-phares qui sont découpés dans le phare qui ont complètement disparu. En parlant de phares, regardez les phares de la Sesto Elemento. Il n'y a pratiquement rien dedans, il y a juste une petite lentille ronde, alors que dans la vraie, il y a plein de petites complications. Les constructeurs adorent faire des phares ultra compliqués, et là, clairement, sur ces répliques, ça n'a pas été répliqué, pour le coup. Bref, je me suis renseigné sur qui les a construites, comment elles ont été construites et combien ça a coûté à la production. Alors, la boîte qui a fait ça, c'est RCR, pour Race Car Replica. Alors à la base, ils sont surtout spécialisés dans les répliques d'anciennes voitures de course. Ils font notamment des Ford GT40. Bon, nous en France, on a Benji qui fait ça, donc on n'a absolument pas besoin d'eux. Mais ça leur arrive parfois de faire des projets dédiés pour des studios de design, pour des marques, ou alors, en l'occurrence, pour des films. Bon, pour faire des répliques de supercars, l'idéal, c'est d'être en contact avec les marques. Et là où ils ont de la chance, c'est que Need for Speed, à la base, c'est un jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo qui utilise ces voitures. Donc ils ont déjà les contacts avec les marques, et ils ont pu récupérer les 3D officiels de chacune de ces voitures, afin d'en faire des répliques les plus proches possibles. Bon, évidemment, ils ont dû signer un énorme contrat de confidentialité pour que ces 3D ne sortent jamais de la boîte de RCR, mais ils ont pu les utiliser, ce qui leur a fait gagner du temps et de l'argent. Et du temps, il fallait absolument gagner, puisque la production leur a demandé 15 voitures en moins de 6 mois. Pour ce faire, ils sont partis sur des châssis de Superlight SLC. Alors ce sont des châssis qui sont énormément utilisés pour des projets perso ou toutes sortes de choses, puisqu'ils sont pas très chers, ils sont ultra efficaces et ultra modulaires. Niveau motorisation, comme souvent lorsque l'on parle de voitures de film, c'est une motorisation Chevrolet. Évidemment, ce sont les fameux LS qui sont utilisés dans chacune de ces voitures. Alors ce qui est assez pratique, c'est que comme chacune de ces répliques de supercars avait le même châssis SLC et la même motorisation Chevrolet LS, les réparations étaient extrêmement simples à faire lors du tournage. Si un des moteurs avait un souci, on pouvait récupérer une pièce sur un des autres moteurs. Si un châssis avait un souci, on pouvait récupérer une pièce sur un des autres châssis. Bref, c'était extrêmement facile à réparer lors du tournage. Au niveau du coût, selon les sources, chacune de ces répliques aurait coûté entre 250 et 300 000 $. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais à la fois, ça réplique des voitures qui coûtent 1,5 million, 2 millions. Je veux dire, on parle de voitures extrêmement chères, la Veyron Super
Super Sport atteint des sommets, la P1 atteint des sommets, et quand on parle de la Sesto Elemento, il n'y en a que 3 au monde. Donc là, au niveau de la rareté, ça devient complètement impossible d'imaginer même d'arriver à en choper une pour la détruire lors du tournage. Donc comme je le disais, toutes ces répliques, ou presque, ont été détruites lors du tournage. Mais que sont-elles devenues après? Alors j'en ai retrouvé quelques-unes en vente. La réplique de la Sesto Elemento s'est retrouvée sur eBay un petit peu avant la sortie du film, vers fin 2013, et elle se serait vendue entre 10 et 20 000 $. Lorsque l'on voit les photos, on se rend compte à quel point elle est dans un état désespérant. Alors je ne sais pas exactement ce que la personne qui l'a rachetée compte en faire, mais à mon sens, c'est compliqué de justifier la rénovation de cette voiture. En fait, seul le fait qu'elle soit apparue dans un film lui donne un petit peu de valeur, mais encore une fois, le film c'est Need for Speed et c'est pas celui qui restera le plus dans les annales. La GTA Spano qui a été accidentée lors du tournage a été également retrouvée. Beaucoup moins abîmée que la Lamborghini, j'imagine que le châssis est encore largement viable, donc il y a peut-être quelque chose à en faire. Elle serait partie pour 16 750 $. Une autre de ces répliques de GTA Spano est partie pour 95 000 $. Celle-ci n'a pas été détruite, mais elle a été construite sur un châssis de Infiniti G35. Donc on est très loin de la puissance du LS et très loin de la puissance originelle de la GTA Spano. Donc à mon avis, celle-ci était plutôt utilisée pour quelques scènes où la voiture roulait à très faible allure. Celle-ci a également été utilisée dans un clip de Pitbull, ce qui peut encore un petit peu augmenter sa valeur et ce qui peut expliquer qu'elle se soit vendue à 95 000 $. Et pour finir, j'ai retrouvé une troisième GTA Spano qui a été utilisée lors du tournage de Need for Speed. Celle-ci s'est vendue 1,6 million. Alors la raison est simple, c'était que c'est la vraie GTA Spano qui a servi de hero car, donc pour les vues de près, pour les zooms, etc. Là on voyait vraiment beaucoup la voiture, surtout lorsqu'elle était à l'arrêt. Bon, à mon sens, 1,6 million c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent justifier l'achat d'une telle voiture juste par le fait qu'elle soit apparue dans un film. Pour toutes les autres répliques qui sont apparues dans le film, notamment la Veyron, la P1, les Koenigsegg, j'ai eu énormément de mal à trouver des informations puisque sur internet il n'y avait rien. Donc j'ai fait un petit peu marcher certaines sources personnelles qui m'ont expliqué que soit elles ont été complètement détruites comme la Koenigsegg blanche par exemple qui a été jetée du pont, donc la voiture est dans un état complètement irréparable, elle n'a pas été revendue, mise à la benne directement, et les autres répliques qui étaient beaucoup moins abîmées, en fait on en a récupéré le châssis, donc les carrosseries ont été virées et ont été mis à la benne, et les châssis ont été utilisés pour d'autres projets, d'autres films. Donc normalement on ne retrouvera plus aucune de ces répliques, à part la Sesto Elemento et les GTA Spano qui ont été vendus. Cette vidéo est maintenant terminée, vous avez été énormément à me demander cette vidéo sur Need for Speed, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!